Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro boulot dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre l'indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. On y parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel, avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode. Alors, j'enregistre un jour férié, je suis à la maison, j'ai toute la famille, je me suis échappé 1 heure pour enregistrer ce podcast et ça me fait plaisir de vous retrouver. Je vais commencer comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la dernière quinzaine. Alors un grand merci à Lorana, Clément, Stéphane, Victor, Jean et Yann. Nous sommes 3408 sur YouTube, ça monte doucement mais sûrement, et 3408 déjà, ça me paraît incroyable. J'ai réécouté un podcast cette semaine, un petit morceau de podcast pour préparer celui-ci, et au début j'annonçais que nous étions 400 sur la chaîne YouTube, donc on a fait du chemin. On est 405 notes sur Apple Podcast, 3 notes de plus, pas de nouveaux commentaires, mais 3 notes. Merci à vous, c'est vraiment ce qui m'aide aussi le plus, les notes sur Apple Podcast. 405, c'est déjà beau, mais on peut faire les 500. Je vous fais confiance. Je vous rappelle que si vous avez envie de me contacter, le plus simple, c'est encore de le faire sur Insta. Vous pouvez m'envoyer un DM. Nous sommes 8200 sur Instagram et on assiste, encore une fois, à la recrudescence des comptes fake. J'ai des auditeurs qui m'ont envoyé des copies d'écran où je sais pas si c'est un robot ou en tout cas un scammer se fait passer pour moi. Mais vu le niveau de vocabulaire, de syntaxe, voilà, soyez pas naïfs quand même. Et puis je ne viendrai jamais vous démarcher en DM si je ne vous connais pas. Je n'ai pas besoin de faire ça et je n'ai surtout pas le temps de faire ça. Donc ne vous faites pas avoir. Voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Je partage du contenu régulièrement, un peu moins quand même. Ces derniers temps, je privilégie les contenus qui restent. Donc YouTube, les podcasts et en plus... On a fait pas mal de contenu ces derniers temps, entre les vlogs, les podcasts avec Yann sur mon second podcast, les Gentlemen Investisseurs, sur Une vie de liberté, et je vous prévois des trucs pour la rentrée. Ça va être pépito. Je vous promets, restez bien connectés parce qu'il va y avoir des trucs cool qui arrivent. J'en dis pas trop pour l'instant, mais il va y avoir des trucs cool. Donc voilà, encore merci d'être aussi nombreux et merci de prendre le temps de commenter les épisodes. Passons aux news. Donc rubrique news en ce moment... pas mal de projets dans la vraie vie, des projets de marchand de biens, même si c'est pour faire une parenthèse vraiment boulot, ça s'est ralenti en ce moment, forcément les taux d'emprunt sont remontés, donc on est dans une période où les gens se regardent un peu dans le blanc des yeux, en tout cas c'est l'impression que j'ai, voilà, et on a... Alors, c'est mitigé parce qu'on a récemment vendu un appartement au prix à la première visite. Donc ça, c'était magnifique. Vous me direz qu'on n'était peut-être pas assez cher, mais moi, je pense que c'est très, très bien vendu. Donc, on est très content de cette vente. On a d'autres choses qui bougent et on a des choses qui bougent un peu moins. Donc, je pense qu'on est dans une petite période de statu quo. J'ai quelqu'un sur le commentaire d'un vlog qui m'avait demandé « Fais un sujet, Tony, sur les ventes qui traînent en ce moment » parce qu'on est nombreux à l'expérimenter. Et en fait, on a passé des années et des années dans un marché de vendeurs où c'est les vendeurs, quelque part, qui avaient la main. Les taux étaient très bas, donc ça empruntait plutôt à tour de bras. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas emprunté depuis le temps que j'en parle, depuis le temps que sur ce podcast, je dis d'avancer, de faire les choses, ceux qui ne l'ont pas fait, voilà, aujourd'hui, ça sera peut-être un peu moins facile. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, encore une fois. On va avoir le temps d'en parler tout le long de ce podcast. Ça veut juste dire qu'il ne faut pas attendre. Parce que même aujourd'hui, avec des taux élevés, il ne faut pas attendre. Si l'année prochaine, les taux sont... là, on est autour de, on va dire, 3,5% sur 20 ans, entre 3 et 3,5%.
Si l'année prochaine on est à 5%, vous serez bien content d'avoir eu un taux à 3,5%. Et si l'année prochaine d'aventure on redescendait à 1%, vous allez renégocier votre taux, vous faites racheter votre crédit. Donc c'est des fausses excuses, mais encore une fois, ça c'est les gens du quotidien, on va dire, qui raisonnent comme ça. Nous, on n'est pas les gens du quotidien, on veut faire partie des 1%. Donc il ne faut pas que ce soit des choses qui nous freinent, bien entendu. N'allez pas acheter n'importe quoi, faites vos analyses, mais vous avez compris l'idée, c'est que voilà, il y a des gens qui attendent, et en ce moment on est dans les gens qui attendent. Donc il y a des affaires qui partent un peu plus vite que d'autres, mais encore une fois, il faut faire peut-être un peu le dos rond pendant cette période, surtout si vous faites du marchand de biens, par exemple, où vous pouvez avoir des ventes qui traînent un peu plus, et encore une fois, ça remet un point d'attention sur les critères de pas prendre des affaires qui ont une rentabilité trop basse, rester un petit peu aussi dans... J'allais dire rester pas dans votre zone de confort, mais c'est cool de voir grand, mais voilà, une croissance, ça se finance, donc il faut pas voir trop grand. Il y a 1 ou 2 projets qu'on a refusés récemment, et justement, je suis content de pas m'être engagé dedans, parce que comme on est dans une période de transition, pour moi, la marge n'était pas fantastique. Il va y avoir l'année prochaine, ou même en fin d'année, d'excellentes affaires à faire, je pense, puisqu'on va repasser dans un marché d'acheteurs, où c'est les acheteurs qui vont prendre la main. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est ce que je ressens. Donc, je préfère garder mes cartouches comme un sniper pour tirer au bon moment. Et voilà, je regrette pas. Donc voilà, des fois les choses prennent un peu plus de temps, et d'où l'importance d'investir à côté, d'avoir une indépendance financière pour pas dépendre que de son business. S'il est impacté, aujourd'hui c'est peut-être un peu l'immobilier, après ça peut être d'autres business quand c'est cyclique, mais d'où l'importance d'avoir son indépendance financière, parce que voilà, même si des affaires de marchands peuvent mettre du temps à se vendre, les loyers, eux, ils tombent tous les mois, donc c'est ce qu'il faut aussi privilégier, et en tout cas toujours faire les deux en parallèle. Et puis il y a un autre projet qui arrive en ce moment, c'est qu'on va enfin avoir des bureaux avec Ben. Donc ça veut dire que les prochains podcasts, les prochaines vidéos, vous ne verrez plus ce décor d'ici, je pense, on va dire 3 mois, d'ici la rentrée au mois de septembre, je pense que vous ne verrez plus ce décor. On aura un tout nouveau décor et des bureaux. Après 4 ans à la maison, ça fait 4 ans que j'ai plus de bureau depuis que j'ai quitté mon ancien job. Et c'était cool, cette vie un peu nomade. Mais voilà, avec Ben, aujourd'hui, notre business grossit, et on ressent l'envie d'avoir des bureaux, et même surtout un endroit rien qu'à nous, en fait. Un endroit où on peut enregistrer des vlogs, où je peux enregistrer mes podcasts, où on pourra enregistrer des vidéos ensemble, et aussi on pourra tout simplement aussi travailler sur les affaires de marchand de biens ensemble, recevoir pourquoi pas des agents IMO, recevoir des clients. Et voilà, ça va être chouette. Alors bien entendu, on avait un projet de bureau vraiment très cool, et celui-ci est retardé puisqu'on a eu un souci de permis de construire sur ce projet-là, mais ce n'est que partie remise, et comme ça prend du temps, c'est quelque chose qui sortira, mais qui prendra peut-être 1 an et demi. C'est comme ça quand on a des soucis pour l'environnement. Mais je pense que ceux qui me suivent, je ne vais pas m'étendre sur une vie de liberté, mais ceux qui me suivent sur le podcast privé des gentlemen le savent. On est sur un terrain où il y a une petite mare, une petite étendue d'eau, et donc il faut faire pas mal d'études environnementales. On ne l'avait pas prévu, et ça prend beaucoup de temps. Donc le projet prendra du temps, et plutôt que de se morfondre et de se dire « Oh non, nos bureaux vont prendre 18 mois », on a toujours des idées, on s'offre d'autres perceptions, comme en PNL, et on a trouvé des bureaux, on va dire, de substitution pour 1 an, 2 ans peut-être, mais qui nous permettront d'avancer sereinement sur nos projets, puisque pareil, on a d'autres idées de programmes de formation qui arrivent, des trucs qui n'ont pas encore été faits, et qui vont être vraiment, vraiment très chouettes aussi, et on a besoin de calme et de temps pour les tourner, et quand on aura nos bureaux, on sera vraiment bien. Ça, c'était pour les news. Il y a encore 3 petites news. Séminaire moto au Maroc du 21 au 28 octobre. Il reste une seule place. On est 20 motards à partir. Ça va être exceptionnel. Toutes les places, il y avait 19 places en tout, enfin 20 places en tout. On est 4 à organiser, donc il y avait 16 places à la vente. Il y en a 15 qui sont partis presque d'un coup, il en reste une. Si tu es motard, si tu as envie de partir avec Yann, Ben, moi, les gentlemen investisseurs, mon papa qui vient avec nous, écoute, n'hésite pas à te manifester, ça va être fantastique. On va traverser l'Atlas en moto vintage. Bon, on va quand même pas partir incomplet. Donc voilà, une place. N'hésite pas à venir, ou que tu sois un homme ou une femme, on a une femme aussi, une seule femme parmi la troupe, donc on serait ravis d'accueillir aussi une femme.
La parenthèse indépendance, session numéro 3, ça se resserre. Elle aura lieu du 11 au 13 octobre. Il ne reste plus que 4 places. Je suis en train de préparer la session 2, puisqu'au moment où vous écouterez ce podcast, je serai sûrement à la parenthèse indépendance numéro 2. 16 participants. Ça va être du sport pendant 3 jours. On va encore pas beaucoup dormir, mais ça va être fantastique de se pencher sur la situation patrimoniale, les projets de tous ces gens avec mon Ben, avec Yann, avec Fab. Ça va être fantastique. Donc si vous voulez faire partie de l'aventure, pour la session d'octobre, il reste encore 4 places. Et j'en termine avec le Mastermind Esprit Foncier version 2. Donc pour la première session qui aura lieu le 21 et 22 septembre, on avait 8 places, il y en a 6 qui ont trouvé preneur, donc il reste 2 places. Si tu veux venir apprendre la division foncière auprès de moi et de Ben, venir visiter nos opérations, passer 2 jours vraiment en immersion avec nous, pour qu'on t'apprenne grosso modo tout ce qu'on sait. Si tu veux pas te lancer à l'aveuglette, n'hésite pas. Il y a une vidéo sur la chaîne YouTube, si tu remontes un peu, qui explique tout le mastermind. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Donc voilà, les 2 places, je pense qu'elles vont pas rester longtemps. Donc si ça vous intéresse de venir apprendre le marchand de biens avec Ben et moi, n'hésitez pas. J'en ai terminé avec les news. Je vous propose qu'on passe au retour sur le podcast de la dernière quinzaine. Et la dernière quinzaine, on a parlé stratégie versus tactique. Un sujet un peu militaire, mais ô combien intéressant. Et en parlant de militaire, j'ai un ancien militaire qui m'a mis un message, un habitué, un fidèle du podcast, c'est Clément. Et Clément qui me dit « Effectivement, je suis d'accord avec toi concernant la stratégie et les tactiques à avoir lorsque l'on veut investir dans les différents domaines que l'on souhaite faire. Foi d'ancien militaire, car si on n'a pas de plan, à un moment donné, on va au carton et c'est pas le but. Tu m'étonnes. » Ne jamais se décourager, c'est la clé tout simplement. Et ton message, il est tout simple, Clément, mais il a beaucoup de sens parce que au final, ça se résume à ça, que ce soit une histoire de stratégie, donc le long terme, ou de tactique, le court terme. Ce qu'il faut au final, c'est ne jamais se décourager. Tout pourrait se résumer à ça en fait. On pourrait même des fois, je me dis, presque résumer une vie de liberté à ça. C'est ne jamais se décourager, ne jamais s'avouer vaincu. C'est quelque chose qui a beaucoup de sens. Ça mériterait même un podcast entier. Parce que moi, je me rappelle dans les moments les plus difficiles, ou même ces derniers temps, par exemple, on a une opération de marchand qui traîne un peu. Bon, il n'y a pas de risque, on l'a acheté sur fonds propres. C'est juste que ça met du temps à se vendre. Aujourd'hui, on est au prix, tout fonctionne, mais c'est juste que j'expliquais, quoi. Les gens se regardent dans le blanc des yeux. Et dans ces moments-là, c'est pas une histoire de stratégie. La stratégie marchand de biens, elle est bonne. C'est plus une histoire de tactique. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on baisse le prix ? Bon, pour l'instant, moi, je trouve que c'est prématuré, on va dire. Et surtout quand on est bien situé en prix, il faut peut-être, soit attendre un peu, soit se fixer un délai, puis changer son fusil d'épaule. Mais en tout cas, c'est pas le moment de se dire « Ah, j'arrête le marchand de biens ». Alors bon, mon exemple, il est peut-être pas le plus parlant, mais en tout cas, si dans la vie on s'arrête au premier échec, on va pas bien loin, quoi. Donc la clé, c'est vraiment ça, c'est vraiment quoi qu'il arrive, même si les tactiques, les unes après les autres, elles fonctionnent pas, c'est de ne jamais se décourager et de toujours persévérer. On a un message de Yann qui me dit « Salut Tony, merci pour l'heure passée avec toi. » Merci d'avoir passé 1 heure avec moi, surtout. Très intéressante cette différence entre tactique et stratégie. Les deux vont de pair et les deux évoluent. Car la tactique s'adapte à l'instant et la stratégie va s'adapter aux résultats obtenus et à notre vie perso. Je me régale à chaque podcast, ne change rien, à très vite. Merci à toi Yann. Effectivement, la stratégie, le long terme, va toujours s'adapter suivant déjà les résultats qu'on a obtenus et aussi notre vie. C'est toujours une histoire de curseur. Moi, j'ai coutume de dire, c'est que à un moment, on peut expérimenter une vie qui nous convient avec des objectifs qui nous conviennent. Et puis, tu peux avoir des changements de vie. Tu peux avoir un enfant, par exemple. Et là, tous tes objectifs, ta stratégie à long terme, elle va changer parce que finalement, tu n'as plus les mêmes objectifs. Je vais prendre un exemple, tu vois, à la volée. Imagine que tu veux y atteindre une indépendance financière et que tu te fixes, je sais pas moi, 5 000 € par mois et tu te dis à 5 000, je suis le roi du pétrole, je suis bien. Puis un jour, tu as un enfant, tu te rends compte de ce que coûte un enfant, puis tu te rends compte qu'il va vouloir faire peut-être des études ou en tout cas, peut-être vivre certains rêves. Et puis là, tu te dis, mais j'ai peut-être été un peu égoïste de penser qu'à moi avec 5 000 €. Si je peux faire peut-être un peu plus, pour mon enfant, je pourrais peut-être l'aider ou je pourrais... passer plus de temps avec lui ou financer certains de ses projets ou l'aider dans la vie.
Et là, tu te rends compte que tu as des nouveaux objectifs, donc tu vas faire une nouvelle stratégie et le curseur change à chaque fois. Donc c'est pas figé dans le temps. Encore une fois, tout est fait pour s'adapter. La tactique, elle s'adapte au court terme et la stratégie, elle s'adapte sur le long terme. On a un message de Jean qui nous dit « Bien d'accord avec toi sur l'importance d'avoir un plan, une stratégie, des objectifs court, moyen, long terme, d'y aller étape par étape. J'aime bien prendre l'exemple d'une construction de maison. On suit un schéma, d'abord les fondations, dalles, murs, etc. D'où l'importance d'être organisé, de rebondir et de s'adapter en cas d'imprévu. D'être l'architecte de sa vie. » Alors ça va bien à Jean-Jean, parce que Jean-Jean, il est archi, son métier, c'est de faire sortir vos permis de construire. Et Jean, qui est d'ailleurs avec nous à la moto au Maroc, si vous avez envie d'être avec lui, et qui était avec nous sur le dernier voyage moto. L'importance d'avoir un tableau de rêve, image de ce qu'on veut et qu'on voit tous les jours, pour la visualisation. J'ai mis 5 ans à devenir libre, et je partagerai volontiers mon parcours sur un podcast privé si ça peut encourager d'autres personnes à réaliser leurs objectifs. Donc le rendez-vous est presque pris avec Jean, puisqu'il vit vraiment la liberté. Il a passé son début d'année aux États-Unis, Jean. C'est passionnant. Je pense que son parcours, ça va être hyper inspirant. Il veut garder un peu de discrétion, donc ce sera sur le podcast privé. Vous avez le lien pour vous abonner si vous le voulez. Là, je peux pousser un peu. 7 € par mois, c'est pas grand-chose quand même, surtout pour toute la valeur qu'on délivre. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 30 épisodes déjà. Donc pour 7 balles, vous pouvez écouter 30 épisodes des Gentlemen avec énormément de valeur gratos. Et voilà, quand je fais un peu de langue de bois sur une vie de liberté où je ne donne pas les chiffres des opérations, sachez que je les donne dans le podcast privé. Donc ça peut faire un bon complément si vous voulez avoir toutes les pièces du puzzle. Puis là, sur le privé, on est entre nous, il y a moins de monde qui écoute. Donc on est entre amis, on peut se laisser aller à la confidence. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean, tu t'en doutes. C'est important de construire les choses dans le bon ordre et dans le bon sens. Et quel que soit le niveau d'indépendance financière qu'on ait atteint, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et les choses, elles prennent du temps. Il faut attendre d'avoir un socle solide, une base solide. Et pas brûler les étapes. Parce qu'une croissance, elle se finance. Je le vois depuis qu'on a pris un peu d'ampleur avec AB Invest. On a de plus en plus de sollicitations. Et aujourd'hui, on dit beaucoup plus souvent non à des projets que oui. Et si je disais oui à tout, parce qu'il y a des bons projets dedans, je pense que j'aurais plus de temps déjà, je serais mort, parce qu'il y a des projets qui sont même à l'étranger, enfin pas à l'étranger, mais en tout cas, si à l'étranger d'ailleurs, oui, aussi à l'étranger, je dis n'importe quoi, il y a des projets qui sont à l'étranger, il y a surtout beaucoup de projets en France, mais voilà, si je disais oui à tout, je vais courir dans tous les sens, comme un canard sans tête à peu près, mais si tout marche, ça peut être un excellent et un magnifique accélérateur de patrimoine, mais si ça foire, quand on le fait à une grosse échelle, ça peut faire revenir en arrière. Donc, c'est pas le but. Et justement, c'est ce que je disais, une croissance, ça se finance. Et il ne faut pas croître trop vite. Ou il faut faire très attention quand on croît vite, surtout quand c'est avec du levier, quand c'est avec du crédit. Si c'est de la croissance en vendant des produits, qu'on se met à en vendre beaucoup plus, qu'il n'y a pas beaucoup de charges en face, là, c'est une croissance qui est vraiment supportable. Au contraire, qui même fait du bien. Mais si c'est de la croissance avec du crédit, avec de l'effet de levier, si le marché se retourne et qu'on a mal calculé son coût, ça peut être assez dangereux. Donc encore une fois, c'est d'y aller étape par étape. Je sais que parfois sur les réseaux, on voit des trucs où on voit des fulgurances. Alors dites-vous déjà que sur les réseaux, la plupart des gens ne vous montrent que quand ça va bien. Ils ne vous disent pas quand ça va pas. Et on voit des croissances fulgurantes. Et surtout, ne vous comparez pas. Ce qu'il faut, c'est surtout juste se comparer à soi-même et se dire, voilà, moi, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux atteindre, qu'est-ce qui fait du sens pour moi, et d'y aller finalement pas à pas, sans brûler les étapes. On a un message de Lorana qui nous dit « Merci pour cette vidéo, tonton. Pour ma part, j'ai une vision à long terme, j'ai des objectifs à atteindre, le chemin est long, mais je finirai par y arriver. » Ça, c'est de la détermination. Je regarde quasiment chaque jour des vidéos de Jim Rohn. Tu n'en parles pas beaucoup de Jim Rohn, j'ai remarqué. Il était pourtant un très grand entrepreneur et poussait tout le monde au développement personnel. Que penses-tu de lui ? Bonne continuation. Alors effectivement, tu as raison. Jim Rohn, je le connais finalement assez peu. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était justement à son décès en 2009, puisque Jean Rivière, qui est une chaîne YouTube aussi qui parle beaucoup de liberté, Jean, et que j'aime beaucoup, même si aujourd'hui j'en parle de temps en temps, mais je me sens un peu moins proche de son discours. Mais en tout cas, au départ, j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'il faisait. Et il avait fait un podcast hommage à Jim Rohn, donc je l'ai découvert à travers ce podcast.
Je sais que c'était un marketeur aussi de génie et qu'il était mentor de Tony Robbins. Alors j'ai beaucoup lu Tony Robbins, mais finalement j'ai jamais lu Jim Rohn. J'ai vu quelques vidéos de lui et tu vois, tu m'as redonné envie de le découvrir parce que il a inventé, en tout cas dans le marketing et dans les stratégies marketing, il a inventé énormément de choses. Et je pense que ça peut être très intéressant. Donc si tu as des vidéos que tu aimes bien, en tout cas, n'hésite pas à les commenter ou à me les envoyer et j'irai voir ça avec un grand plaisir. Et j'en ai terminé avec le retour sur le podcast de la dernière quinzaine. Merci encore à tous pour vos messages. N'hésitez pas à laisser des messages, je sais ce que c'est. Surtout, moi-même, je regarde aussi quand même beaucoup YouTube et je ne laisse quasiment jamais de messages et de commentaires. Donc voilà, souvent par manque de temps. Donc je sais ce que c'est et j'apprécie beaucoup quand vous le faites. Et j'aime beaucoup animer cette première rubrique du podcast où on revient ensemble sur ces sujets. Je trouve que voilà, j'aime bien vous donner la parole. Et je vous propose qu'on passe au sujet de la semaine. Et vous allez voir un petit sujet tout en détente, puisque j'enregistre ça un week-end de 4 jours, un jour férié. On va se faire un petit sujet à la cool, un peu sur un ton humoristique, mais tellement important. Et vous allez voir avec beaucoup de vérité, je pense. Que ce soit sur les groupes Facebook ou dans la vie, ou parfois en mastermind, ou même dans les apéros IMO, j'ai souvent vu des participants qui investissaient, des gens qui étaient là, qui investissaient beaucoup, mais au final qui embrassaient jamais la voie de l'indépendance, qui n'allaient pas jusqu'au bout. Des gens qui avaient déjà plusieurs apparts, qui avaient parfois jusqu'à 2000, 3000 euros de cash flow. J'ai même vu des gens avec des cash flows énormes, au-delà de 6000 euros, des patrimoines parfois de plusieurs millions d'euros, et rester salariés. Voilà. Ils restent salariés for life, quoi. Will Smith, c'est Bad Boy for Life, là c'est salarié for life. Pour beaucoup, en ayant discuté avec eux, ils veulent les fameux 10 000 euros par mois de revenus passifs. Voilà, moi je m'arrête quand j'ai 10 000 euros par mois de revenus passifs avant de quitter leur job, alors que quand on discute avec eux, c'est souvent des gens qui gagnent entre 1800 et 2500 euros par mois, et donc qui n'ont jamais connu un train de vie à 10 000 euros par mois, et qui ne dépensent pas non plus 10 000 euros par mois. Et finalement, quand on les écoute, on leur dit « Mais de quoi t'as peur, en fait ? T'as fait tout ça pour l'indépendance. Pourquoi tu lâches pas le salariat, quoi ? Pourquoi tu vas pas au bout de la démarche ?» Donc, ils donnent souvent beaucoup de raisons. « Ah, mais après, je pourrais plus emprunter. » Donc ça, c'est des raisons qui sont entendables. Hein. Voilà, tout le monde n'en est pas non plus au même niveau. Donc ça, c'est des raisons entendables de ne pas franchir le pas. Mais parfois, je sens que c'est des excuses, juste quelques excuses pour pas lâcher le doudou, quoi, pour pas lâcher le doudou du salaire mensuel. Alors j'ai voulu prendre le contre-pied et justement, aller dans leur sens, en fait, à ces gens-là, et aller dans le sens de leurs excuses et leur donner les 10 meilleurs conseils pour rester salariés, les 10 meilleurs conseils qui font que jamais de la vie, ils quitteront la rat race. Bon, alors vous avez compris, ça va être ironique, hein, ça va surtout nous servir à débunker des croyances, mais avant ça, parce que je vois venir les commentaires déjà. Avant ça, disclaimer. Je n'ai rien, bien entendu, contre les salariés et contre le salariat. J'en ai pas fait beaucoup du salariat dans ma vie. J'ai fait des jobs d'été. Après, j'ai été salarié pendant 7 mois et ensuite, j'ai toujours été entrepreneur. Bon, c'est pas mon truc de rester salarié, mais il en faut. Il y aura toujours plus de salariés que d'entrepreneurs de toute façon. Mais nous, on veut faire partie des 1% quand même. Donc voilà, mais bon. Pour aller dans mon disclaimer, si votre rêve, c'était par exemple de faire horloger chez Rolex ou chez Audemars Piguet, c'est compliqué de le faire en tant qu'entrepreneur. Vous serez peut-être forcément salarié. Ou si votre rêve, c'est de devenir préparateur de voitures chez Mercedes AMG, bien sûr, vous serez salarié. Quoique, ça peut aussi être exercé en tant que consultant et auto-entrepreneur, mais je ne veux pas donner des contre-exemples. Mais voilà, je parle dans ce podcast plutôt et beaucoup, et aussi dans Une vie de liberté tout simplement, et dans tous mes contenus. Je parle beaucoup à ceux qui croient plus au salariat, à ceux qui exercent un beau bullshit job, comme j'ai pu mener dans mon premier boulot, hein, où je remplissais des Excel toute la journée, et je faisais des PowerPoint. Donc voilà, à la fin de la journée, on a bien travaillé. Hein. J'ai rempli 10 Excel et j'ai fait 3 PowerPoint. Bravo, j'ai rien produit, sauf du papier, quoi. Mais mon job, c'était ça. Donc je peux vraiment parler de ces bullshit jobs. Et voilà, mais c'est juste que, pour moi, le sujet de ce podcast est qu'à un moment, si on veut vraiment avoir une vie choisie, c'est bien de lâcher la rambarde et de vivre pour soi et de vivre pleinement
ce qu'on a commencé de construire. Je trouve que c'est dommage d'avoir construit un joli socle d'indépendance et de ne pas pousser la démarche jusqu'au bout et finalement de continuer d'échanger son temps contre de l'argent dans une activité qu'on n'aime pas. Donc je répète mon disclaimer, si tu es salarié, que tu es content dans ton travail, tout va bien, moi c'est tout ce que je demande. Le but à la fin de tout ça, d'une vie de liberté, c'est d'être heureux, c'est de vivre une vie libre et heureuse. Donc si tu es heureux comme ça, vraiment, il n'y a aucun problème de mon côté. Mais c'est juste que je croise souvent des gens qui me disent que leur boulot il est génial et qu'ils sont très contents d'être salariés et ils sont très contents de se lever tous les jours et d'arriver à 8h, d'en partir à 18h et d'avoir 5 semaines de congés payés par an seulement. Et moi, il y a des fois, j'ai envie de leur dire à qui est-ce que tu es en train de mentir là ? À moi ou à toi-même ? Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand je leur demande s'ils feraient ce métier-là, s'ils n'étaient pas payés, s'il n'y avait pas d'euros en face, ils me répondent non, quoi. Donc voilà, alors que moi, ces podcasts, par exemple, je ne suis pas payé pour les faire. Alors bien sûr que j'ai des formations, j'ai les voyages et des choses comme ça, où forcément je gagne quelque chose quand je le fais. Mais si je ne vendais rien, je crois que je continuerais ce podcast tout le temps, parce que c'est tellement un plaisir de me retrouver derrière ce micro et de parler avec vous, que voilà, c'est quelque chose en tout cas qui me rend heureux et qui me fait du bien. C'est choisi. Mais voilà, enfin dans tous les cas, l'idée, c'est que même si vous décidez de rester salarié et que vous êtes vraiment heureux dans votre job, et c'est vraiment ce que je vous souhaite, blague à part, c'est tout ce qui compte. C'est d'être heureux au quotidien, c'est tous les jours de faire quelque chose qu'on aime. C'est ça qui est important. Mais aussi, quoi qu'il arrive, c'est d'investir à côté. Voilà. Quoi qu'il arrive, investir à côté pour préparer l'avenir. C'est aussi ça qu'il faudra retenir de ce podcast. Maintenant que ce disclaimer est fait, je vous propose qu'on prenne le contre-pied avec de beaux arguments en faveur du salariat. Donc le premier argument en faveur du salariat, c'est qu'un salaire, ça tombe tous les mois. Et ça, c'est la sécurité. Hein ? Alors que quand on est entrepreneur, oui, l'investissement, c'est incertain. Là, par exemple, mon opération de marchand de biens qui met du temps à se vendre, ça tombe pas. Alors qu'un salaire, ça tombe tous les mois. Et même avant, ça tombait toutes les semaines. Les salaires étaient versés à la semaine. Moi, je me rappelle même dans un de mes premiers tafs d'intérim, quand je travaillais à l'usine, j'étais payé à la semaine. 220 € la semaine pour faire, on faisait, à l'époque, il n'y avait pas les 35 heures. Je faisais, je crois, 39 heures. 39 heures pour 220 €. Et voilà. C'était, mais bon, ça remonte, hein. C'était, je pense que j'avais tout juste 18 ans, donc on devait être en 1999, juste après mon bac. Ça ne nous rajeunit pas. Mais voilà, les salaires étaient versés à la semaine pour pas que les gens le dépensent n'importe comment. Donc voilà, ça tombe même pas tous les mois, ça tombe toutes les semaines, c'est encore plus confortable. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? C'est qu'on nous infantilise. On nous apprend à mensualiser le salaire. Pourquoi ? Pour nous infantiliser. C'est de l'infantilisation, c'est de dire, si on nous donnait le salaire à l'année, par exemple, il y a des gens qui dépenseraient tout en un mois, puis à la fin, ils travailleraient 11 mois pour rembourser leurs dettes. Donc c'est pour ça qu'on nous fait mensualiser comme ça. Alors que quand on est investisseur, on reçoit la taxe foncière, on sait qu'on la paye une fois par an. Alors on peut la mensualiser quand même. Moi, je ne le fais pas. Je préfère faire fructifier mon argent et payer quand c'est le moment, plutôt que de mensualiser. Et surtout que quand on mensualise, finalement, on paye d'avance. Donc vous allez me dire, à partir de l'année 2, on s'en rend plus compte. Mais quand même, quand on mensualise, on paye d'avance. Moi, je préfère payer quand c'est le moment et gérer moi-même ma trésorerie. Mais voilà, c'est le même délire que pour la retraite, hein, où on ne nous laisse pas gérer notre retraite nous-mêmes. Moi, je suis plus pour dire ma retraite, ma responsabilité, voilà, je m'en occuperai. Mais non, l'État nous infantilise les gens quelque part, hein, puisqu'ils veulent prendre soin de nous, hein, comme une mère prendrait soin de nous, une mère bien possessive. Donc on nous prend la moitié de notre argent pour nous le rendre plus tard, peut-être, des fois à 62 ans, des fois à 64, peut-être à 68, allez savoir, 70 peut-être un jour. Donc est-ce vraiment une sécurité tout ça ? Vous l'aurez compris, non. Hein. Un salaire, c'est pas la sécurité, ça veut déjà pas dire forcément sécurité de l'emploi, parce que vous êtes dépendant d'une société quand vous êtes salarié, donc aussi forcément de sa direction et de ses actionnaires. Donc si la société elle est vendue, délocalisée, mal gérée, en faillite, vous ne pourrez pas faire grand-chose à part faire griller des merguez devant et jouer à la pétanque. Et voilà, si vous n'avez pas pris vos responsabilités et que vous n'avez pas investi pour vous, cette sécurité, tout simplement, elle s'envole. Donc ok, un salaire, ça tombe tous les mois, je suis d'accord. C'est un peu le doudou.
mais il y a un autre revers de la médaille, c'est que tu peux pas être payé à ta juste valeur en étant salarié. Ça, c'est impossible. Quand tu es salarié, tu es toujours moins payé que ce que tu vaux. Et ça, c'est de la logique pure et simple, parce que ton patron, il va marger sur toi pour extraire une rentabilité. On peut parler de Florette dans ce podcast. Je pense que Florette, elle m'en voudra pas. Mais on s'est rencontrés en J'irai investir chez vous il y a maintenant presque 2 ans, je pense. Et Florette était architecte embauchée. Elle gagnait 1 600 € par mois. Et avec mon Yann, on l'a poussée à entreprendre, enfin je veux dire à embrasser l'entrepreneuriat, voilà. Et au bout du 2e mois, elle facturait 10 000 € par mois en tant qu'entrepreneur. Toujours architecte. Hein. Et voilà, elle a choisi de travailler la moitié du temps pour 5 000 €. Donc, à un moment, aujourd'hui, elle a continué. Vous pouvez aussi la suivre sur les réseaux. C'est Florette Architrie sur les réseaux, puisqu'elle fait architecte et triathlon. Vous verrez ça, c'est très intéressant. Mais c'est mon meilleur exemple, Florette. Hein. Ça fait un bon x5, x6 sur les revenus d'un mois sur l'autre. Donc, preuve que quand tu es salarié, eh ben voilà, t'es pas payé à ta juste valeur, parce que la juste valeur de Florette, c'était 10 000 € par mois. C'est pas 1 600. Mais c'est de la logique, ton patron il va marger sur toi pour extraire une rentabilité. Donc voilà, finalement, le salariat, est-ce que c'est pas la pire manière de gagner de l'argent, où tu vends ton temps contre de l'argent, t'as pas d'effet de levier et t'es moins payé que ta valeur. Et ça, il n'y a pas de secret, parce que les salaires les plus élevés en France, vu les charges qu'il y a, que ce soit déjà les charges sociales et les charges patronales, c'est jusqu'à, on va dire, 8-10 000 €. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Les patrons du CAC 40 sont bien plus payés que ça. Je parle, si on prenait une courbe de Gauss, on va dire, de répartition des salaires, du côté des plus hauts, on prendrait les 5% de salaires les plus hauts. On est dans ces eaux-là, parce que ça coûte tellement cher de payer les gens en France avec les charges patronales et les charges salariales par-dessus, que pour donner 10 000 € à quelqu'un, ça en coûte 20 000, grosso modo. Donc, voilà, les salaires les plus élevés, vous allez peut-être toucher en fin de carrière, si vous faites un travail exceptionnel et si vous avez énormément de responsabilités, peut-être 8, 10, 12 000 € par mois. Donc, même si c'est beaucoup, n'oubliez pas que derrière, il passe les charges salariales et derrière l'impôt sur le revenu. Donc en dépendant du salaire mensuel, vous ne ferez jamais fortune. Voilà. On ne fera jamais fortune en restant salarié, c'est mathématiquement impossible. On peut s'enrichir jusqu'à une certaine mesure, mais faire fortune, ça va être très très compliqué. Donc finalement, on se retrouve à échanger ce qu'on a de plus précieux pour de l'argent quand on est salarié, son temps, quoi. Et donc être salarié, c'est peut-être la façon la plus admise et la plus conventionnelle de gagner sa vie. Voilà, on a fini nos études, on va chercher un travail, mais quelque part, c'est le plus mauvais deal que tu peux trouver. Donc voilà, malheureusement, argument numéro 1, plié, je suis vraiment désolé. Allez, mais quand même, on va tenter l'argument numéro 2. Si tu te lances en tant qu'entrepreneur et que ça marche pas, tu vas finir à la rue et c'est foutu, quoi. Voilà, si ça marche pas, il n'y a plus rien derrière. Alors oui, ok, si tu essayes et que tu rates, c'est dommage, voilà. Soit il va falloir te lever et recommencer, c'est ce que je préconise, ou soit il va falloir abandonner. Mais on est en France, et la France n'a pas que des défauts, quand même. Voilà, on a le pôle emploi en France, et ça c'est quand même chouette, parce que c'est un incroyable filet de sécurité. On a la rupture conventionnelle, par exemple, qui te permet de quitter ton travail et de partir avec 2 ans de chômage. Si tu n'arrives pas à te mettre d'accord avec ton patron, parce que ton patron ne veut pas accorder de rupture conventionnelle, tu as la démission reconversion qui existe maintenant. Donc, il y a des solutions. Et ça permet d'avoir 2 ans devant soi. Donc, surtout si tu as travaillé avant, que tu as ton indépendance financière, ça te permet d'avoir un 2e filet de sécurité pour te lancer. Tu as cotisé, tu y as droit. Et crois-moi, quand tu seras entrepreneur, avec tous les impôts que tu vas payer derrière, tu vas largement rembourser tes 2 ans de chômage. Ne t'inquiète pas, si tu avais des scrupules vis-à-vis de l'État. Donc voilà, tu as 2 ans pour te lancer. Donc la question à se poser finalement, c'est pas mais qu'est-ce qui va se passer de grave si je me rate ? Parce que la réponse, c'est souvent, il ne va pas se passer grand-chose. Tu vas reprendre un travail et puis tu vas recommencer, tu vois. Mais la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer dans ma vie si je ne le fais pas ? Voilà, si je ne vis pas mon rêve. Là, tu vas passer à côté de ta vie. Et ça, c'est grave. Ça, c'est beaucoup plus grave. Argument numéro 3. Non, mais il faut de l'expérience pour être entrepreneur. Tu peux pas te lancer comme ça. Mais puis tu as le temps devant toi. Tu le feras à 50 ans, quand tu auras beaucoup d'expérience.
Donc, argument recevable. Ok, il faut de l'expérience pour devenir entrepreneur. Mais ce qu'il faut surtout, c'est de l'énergie. Et de l'énergie, on en a beaucoup plus à 20 ans qu'à 50 ans, je pense. Et là, je commence à me rapprocher, je suis plus près des 50 que des 20. Mon Dieu. Et au-delà de l'expérience, être entrepreneur, c'est surtout régler des problèmes. Et d'une certaine façon, quand on est salarié, on règle des problèmes aussi. C'est pas que le lot de l'entrepreneur. Alors, on va peut-être avoir à régler plus de problèmes en tant qu'entrepreneur, ça c'est sûr, mais au moins, voilà, on peut choisir ses problèmes quand on est entrepreneur. Et pour en revenir au temps, faut pas trop attendre pour entreprendre. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que quand tu es salarié, tu vas être entouré de salariés. Et c'est ça qui va aussi jouer sur ton mindset et qui va te filer, plus ça va, de moins en moins un mindset d'entrepreneur et de plus en plus un mindset de salarié. Et si tu veux devenir entrepreneur, il faut t'entourer d'entrepreneurs. On va citer Orelsan encore une fois. Traîne avec des pouilleux, tu as des chances d'attraper des poux. Traîne avec des millionnaires, tu as des chances d'attraper des millions. Ça n'a jamais été aussi vrai. Et plus tu passeras de temps avec des entrepreneurs, plus tu prendras un mindset d'entrepreneur. Aujourd'hui, je suis entouré presque que d'entrepreneurs. Et voilà, et plus tu passeras ton temps dans un mindset de salarié, plus ce sera difficile de sauter le pas. Donc je suis navré, argument 3, out. Argument numéro 4, c'est beaucoup plus rapide de monter dans la hiérarchie quand on est en entreprise que de monter quand on est entrepreneur. Alors c'est vrai et faux, parce que, laissez-moi développer. Quand on a un bon poste de salarié, quand on a un très bon poste de salarié, on l'a vu tout à l'heure, parfois on peut gagner bien plus que certains entrepreneurs. On va surtout gagner bien plus que les entrepreneurs qui se sont créés leur propre job et qui n'ont aucun effet de levier. Typiquement, ce que je faisais avant, quand j'étais entrepreneur de travaux publics, je m'étais créé mon propre job. Alors, il n'y avait pas que des défauts, puisque je capitalisais pour ma propre société, je remboursais un crédit d'une société que j'avais achetée. On a des avantages aussi quand on est patron, mais quelque part, j'avais pas vraiment d'effet de levier, on va dire, dans l'activité elle-même. Ce serait comme un boulanger qui ouvre sa propre boulangerie et qui est son propre salarié, c'est lui qui fait le pain. Bon, il rembourse sa boulangerie, ça c'est déjà un plus, mais il échange encore son temps contre de l'argent. Quand on commence à déjà prendre un boulanger pour faire le pain, et que nous, on se consacre au marketing de sa boulangerie, par exemple, puis qu'on en ouvre une deuxième et une troisième, là, on est vraiment en train de s'extraire de ça et de créer de l'effet de levier. Donc, quand on a un bon poste de salarié, typiquement ce qu'on a vu tout à l'heure, un salarié qui fait 8-10 000 euros par mois, il va gagner plus que certains entrepreneurs. Ça, c'est sûr et certain. Mais par contre, il y a un moment où quand même, on parlait des salaires tout à l'heure, les salaires, ils sont plus ou moins plafonnés en France, on l'a dit, en raison des charges. 100 000 euros bruts par an, c'est déjà un gros plafond de verre en tant que salarié en France. C'est assez dur de les passer. J'ai pas vraiment de chiffres là-dessus, mais pour en parler autour de moi avec des entrepreneurs, quand on est salarié, qu'on fait 100 000 euros bruts par an, c'est déjà qu'on est directeur d'un service, c'est déjà qu'on est directeur d'une usine ou d'une entreprise, directeur salarié, mais qu'on commence vraiment à avoir des grosses responsabilités. Mais vous allez voir que ça fait pas tant que ça, parce que 100 000 euros bruts par an, finalement, une fois qu'on a déduit les charges, il reste plus que 75-78 000 euros. Et une fois qu'on a déduit les impôts, si on ne défiscalise pas, si on ne fait pas du Pinel ou du déficit foncier à la folie, clairement, après, il va nous rester 5 000 euros par mois, peut-être. Donc finalement, pour un entrepreneur, 5 000 euros par mois, clairement, c'est pas tant que ça. Surtout que quand on est entrepreneur, on va pouvoir vivre intelligemment avant impôt. Par exemple, si on a besoin d'un téléphone pour passer ses coups de fil professionnels, c'est la boîte qui va payer le téléphone. Ou se filmer en faisant des podcasts, par exemple. Si on a besoin d'un ordinateur pour s'enregistrer quand on fait des podcasts, forcément, c'est la boîte qui va payer l'ordinateur, par exemple. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire quand on a une société pour les passer avant impôt, en restant bien entendu dans la légalité. Donc, clairement, finalement, 5 000 euros par mois après impôt, c'est pas tant que ça. Donc, quand on est entrepreneur, c'est finalement vraiment pas si difficile d'atteindre ces niveaux-là, même pas du tout. Donc, bien sûr, quand on va lâcher la rambarde du salariat, qu'on va prendre son indépendance, forcément, au début, on voit son revenu baisser. Même si vous avez fait 4 000 euros de cash flow et que vous gagnez 2 000 euros de salaire, quand vous allez lâcher la rambarde, vous allez lâcher les 2 000 euros de salaire.
Donc lâchez-les avec le Pôle emploi, bien entendu, pour compléter, mais le Pôle emploi ne viendra jamais à hauteur de votre salaire, donc forcément, il y aura une petite baisse de revenus. Par contre, vous récupérez ce qu'il y a de plus précieux. Ok, vous perdez peut-être 2000 € dans mon cas, mais vous récupérez 40 heures par semaine, et avec les trajets, peut-être même 50 heures. Et si ces 50 heures, vous les mettez à profit, à trouver des immeubles de rapport, à faire apporteur d'affaires, à prendre peut-être à faire chasseur de biens, n'importe quoi, ou à faire du marchand de biens, mais vous allez exploser ces 2000 € assez rapidement finalement. Donc même si on voit son revenu baisser au début, après il va augmenter. Et c'est là qu'on a de la magie par rapport à un salarié, parce qu'un salarié va avoir une grosse linéarité dans ses revenus, à moins vraiment de quitter des jobs et d'aller vraiment se monnayer et se vendre, mais il y a une certaine linéarité. On ne va pas se mettre à gagner 2 à 8 000 € par mois du jour au lendemain. Il y a plein de contre-exemples. Si vous prenez un poste de commercial, bien sûr que ça peut jouer. Mais il y a quand même une linéarité. Alors que quand on est entrepreneur, il y a vraiment un côté exponentiel dans les revenus. Surtout si vous ne bouffez pas tout et que vous réinvestissez vos revenus dans votre boîte ou en bourse, ou si vous faites du marchand dans le marchand, ou de la LCD dans la LCD, il y a un vrai potentiel d'exponentiel. Donc peut-être qu'au début, oui, forcément, c'est un peu plus rapide de monter quand on est salarié. Mais entre une droite linéaire et une exponentielle, quand elle l'a rattrapée, elle l'explose. Donc voilà, quand on est salarié, il y a plus de linéarité et il y a souvent un plafond. Voilà, on ne va pas se mettre à gagner 30 000 € en étant salarié, à moins de partir en Suisse, à moins de devenir directeur de Renault France ou je ne sais pas quoi. Ça va être compliqué. Et quand on est entrepreneur, il n'y a pas de plafond, quoi. Sky is the limit. Donc, argument 4, out. Argument numéro 5, un client est parfois pire qu'avoir un patron. Et ça, c'est pas complètement faux, parce que voilà, quand on a une entreprise, quand on est entrepreneur, on a forcément des clients. Même si c'est dans l'immobilier, nos clients, c'est nos locataires, c'est nos guests en LCD, c'est les gens à qui on va vendre des biens en marchand de biens. Donc, avoir une entreprise, c'est avoir des clients. Et quand j'étais entrepreneur de TP, j'avais des clients, j'avais aussi des gens avec qui je travaillais, des maîtres d'œuvre. Donc je vais rester un peu évasif, mais je vous ai déjà raconté cette histoire dans le podcast sur les manipulateurs, où quand j'ai ma boîte à Lyon, j'ai eu l'opportunité de travailler avec quelqu'un qui était extrêmement manipulateur, qui savait bien parler, qui savait bien charmer, qui savait très très bien se faire voir. Et cette personne a vraiment su m'amadouer pour prendre pas mal de chantiers avec moi. Donc on a fait pas mal de chantiers ensemble, et quand le piège était refermé, quand j'avais finalement énormément de chantiers de ma boîte avec lui, je ne pouvais plus dire non comme je voulais avant. Je ne pouvais plus dire non de la même façon. C'était beaucoup, beaucoup plus compliqué. Là, le piège s'est refermé et la personne s'est mise à me demander des délais impossibles à tenir, des rabais impossibles à consentir. Enfin, c'était vraiment, vraiment de la folie. Et je me souviens que c'est vraiment à cette époque aussi où je me suis aguerri. C'est à peu près là où j'ai tapé mon premier burn-out. Ça a été vraiment compliqué et où j'ai commencé à chercher des réponses à mes questions, à tout ce que j'avais au fond de moi. Et j'ai beaucoup lu aussi à cette époque, et j'avais lu pas mal sur la loi de Pareto. Et je me suis rendu compte que 80% de mes résultats venaient de 20% de mes clients. La loi de Pareto, c'est la loi de 80-20. Et j'ai aussi vu que 80% de mes emmerdes venaient de 20% de mes clients. Et donc j'ai croisé ce tableau-là, de voir quels étaient les 20% de mes clients qui finalement m'apportaient 80% de mes revenus, et quels étaient les 20% de mes clients qui m'apportaient les 80% de mes emmerdes. Et j'ai décidé de dégager des clients, voilà, ceux qui ne m'apportaient rien en revenus et qui correspondaient à beaucoup de mes clients, je les ai dégagés. Et j'ai pris les 20% de clients avec qui ça se passait toujours mal, notamment lui, et je les ai dégagés. Et je crois qu'à l'époque, on est passé de 8 millions de chiffre d'affaires, 8 millions d'euros par an. Alors c'est une boîte de TP, hein, c'est pas du résultat, qu'on soit bien d'accord, c'est du chiffre d'affaires, ne vous trompez pas. En termes de résultat, c'était pas ça, c'était plus dans les 100 000 euros à l'époque. Mais voilà, le TP, c'est ça, brasser beaucoup d'argent pour finalement ne pas en garder énormément. Mais c'est la vie de ce genre de boîte. Mais voilà, on va pas cracher sur le passé. Mais en tout cas, j'ai peut-être coupé mon chiffre d'affaires à l'époque. J'ai enlevé un tiers du chiffre d'affaires et j'ai conservé la marge. Je l'ai même amélioré. Donc c'est tout ce qu'on veut au final. Et c'était pas plus compliqué que ça. Donc j'ai pris le meilleur des deux finalement. Et justement, j'ai dû dire non à cette personne et j'ai dû le dégager. Et là, que ce soit un client
ou que ce soit ton boss, finalement, c'est pareil pour un boss qui abuserait de toi dans ton travail. C'est 5 heures du soir, il te pose des dossiers sur ton bureau, il te dit, bah voilà, je veux que ce soit fini pour demain. Si tu sais pas dire non, tu sais pas dire non. Alors voilà, à l'argument numéro 5, avoir des clients, c'est parfois pire qu'avoir un patron. Bah, je suis pas d'accord, parce que ce soit un client ou un patron, finalement, c'est peut-être plutôt toi le problème. C'est peut-être juste que le souci, tu sais pas dire non. Voilà. Donc, si tu apprends à dire non, tu pourras non seulement régler tes soucis avec tes clients, et tu pourras aussi régler tes soucis avec ton patron. Et je peux même inverser cet argument et dire que c'est pas vrai du tout, parce que un client, quand tu lui as dit non et que tu lui as dit dégage, il peut te faire un procès, il peut te faire chier, mais en tout cas, tu l'auras plus tous les jours en face de toi. Alors que ton patron, si c'est vraiment la bagarre, tu peux pas le dégager, quoi. C'est compliqué, faut démissionner. Donc voilà, argument numéro 6. Il faut que tu fasses confiance à la vie, vraiment, laisse-toi porter. Si les choses doivent arriver et que tu dois devenir entrepreneur, les choses arriveront. Bon, je suis volontairement ironique parce que je l'aime aussi bien, cette philosophie de faire confiance dans la vie, mais pour moi, elle marche que si tu te bouges. Si tu restes dans ton canapé, il se passera rien du tout, quoi. La chance, ça se provoque. Et bien sûr que moi, je fais confiance dans la vie tous les jours, que je vois les cadeaux cachés, que je me dis que je suis plus de cette team-là, de me dire que les choses, elles n'arrivent pas par hasard et qu'elles arrivent toujours pour une raison. Mais par contre, moi, je suis plutôt de la team aide-toi et le ciel t'aidera, quoi. Il va rien se passer si tu fais rien. Et voilà, si tu t'aides pas, si tu ne bouges pas du canapé et si tu n'avances pas, donc tu vas pas devenir entrepreneur par magie, quoi. Et le pire de ne rien faire et de rester dans cette situation, si on sent qu'on a envie de bouger mais qu'on le fait pas, c'est qu'un jour, tu risques d'avoir des regrets, quoi. Et donc, il ne faut pas trop attendre pour profiter de la vie, et il ne faut pas trop attendre pour profiter de son temps. Et le salariat, je le disais tout à l'heure, mais c'est la vie communément admise, quoi. On bosse de 9h, de 9 à 5, quoi. Les 5 semaines de congés payés par an, le sport après le boulot, les week-ends de 2 jours. Mais la vie, c'est pas forcément ça. La vie, c'est faire ce qu'on aime tous les jours. Moi, c'est pas ça, ma vie. Ma vie, c'est le matin, je me lève, je vais au... Bon, je bosse quand même 1 heure ou 2, mais après, je vais au CrossFit. Quasiment tous les matins, 4 matins par semaine. Je profite. Et là, on est un jour férié et je prends 1 heure, 1h30 pour enregistrer un podcast. Parce que c'est choisi, parce que ça me fait plaisir. Je suis pas forcé de faire ça. Donc voilà, n'attendez pas trop, quoi. N'attendez pas trop. Faut faire confiance dans la vie, oui, mais il faut provoquer aussi la chance. Argument numéro 7. C'est beaucoup plus facile de réussir en étant salarié en entreprise qu'en étant entrepreneur. Alors, si tu vois les choses comme ça, le mot que tu cherches, c'est pas facile, hein. C'est tranquille, voilà. C'est beaucoup plus tranquille quand on est salarié que quand on est entrepreneur. Et voilà, si tu vois comme ça, c'est vraiment le mot, hein, c'est tranquille. Donc en fait, moi je pense que si tu penses ça, c'est que tu cherches la facilité, c'est que tu cherches le sans effort, quoi. J'ai mon CDI, je monte les marches petit à petit, tranquille, en sécurité, j'ai ma petite augmentation, ça va, quoi. Mais faut pas croire, parce que si jamais tu vois pas les choses comme ça et que tu veux réussir en entreprise, mais c'est très dur aussi. Et c'est pas facile, parce qu'on choisit pas ses collègues. Et les bons salariés, la plupart du temps, ils travaillent pour les mauvais. Je prends souvent cet exemple dans le podcast, mais en NBA, ils ont fait des tests où ils changeaient un joueur de l'équipe. Et ils se sont rendus compte que, NBA c'est le basket, basket américain, il y a 5 joueurs par équipe. Donc quand on change un joueur, on change 20% de l'effectif. Et si on met le mauvais joueur, ou que le joueur n'est pas au bon poste, en changeant seulement un joueur, donc 20% de l'effectif, l'équipe perdait 40% d'efficacité mesurée. Donc 20% qui ne fonctionne pas, donc un salarié sur 5 qui ne va pas, c'est toute la team qui perd 40% d'efficacité. C'est valable en NBA, c'est pareil en entreprise. Donc quand vous avez des collaborateurs qui sont flemmards, qui sont pas consciencieux, qui sont en arrêt maladie, ou même qui vous mettent des bâtons dans les roues, c'est du sabotage, et c'est à vous de faire leur travail. Donc quand vous avez des gens comme ça dans votre équipe qui rament, quand vous êtes entrepreneur, vous pouvez les dégager. Quand vous êtes salarié, vous ne pouvez pas le faire. Donc pas forcément, c'est pas forcément plus facile de réussir quand on est salarié que quand on est entrepreneur. Argument numéro 8, c'est vrai que quand on est salarié, on a une situation confortable. Voilà, c'est confortable. On a la sécurité sociale, on a la mutuelle, on a le chômage, les congés payés, les arrêts maladie, les RTT, les tickets resto. Donc il y a du confort.
Et c'est justement ça, c'est ton confort qui te tue. Et c'est un piège. Donc, il faut que tu fasses très très attention à ça. Et on l'a vu tout à l'heure, plus longtemps vous allez rester salarié, plus ce sera difficile de changer de vie. Et on a l'impression que tout ça, ça crée du confort, tous les RTT, tout ça, mais en fait, ça nous endort. Et donc, voilà, un salarié, il choisit pas ses journées, il choisit pas ses problèmes. Et si ton boss, il te demande de faire une tâche que tu veux pas faire, tu le fais quand même. Donc, est-ce que c'est confortable, quoi? Tu dois être présent quoi qu'il arrive au boulot, que tu sois motivé ou pas, que tu sois heureux ou que tu sois triste. Si tu as besoin de temps pour tes proches, c'est un moment où tu as besoin de temps, peut-être que, je sais pas, on ne sait jamais, si tu te sépares, ou au contraire, si tu viens de rencontrer quelqu'un, c'est plus gai, tu as peut-être besoin de temps pour passer du temps avec la personne. Non, c'est cuit, tu dois être au travail. Alors qu'un entrepreneur, lui, il peut choisir ce qu'il fait de son temps. Et ça, c'est quand même plus confortable. Argument 8, rejeté. Donc voilà. Argument numéro 9. Être salarié, c'est moins de responsabilités et c'est aussi moins de stress. Donc voilà, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai que salarié, c'est moins de responsabilités? Peut-être. Est-ce que c'est moins de stress? En tant que salarié, vous portez seulement la responsabilité de votre travail et pas celle des autres. Bon, à la vue, c'est plus ou moins vrai quand même, parce que si vous avez des collègues qui foutent rien, vous portez peut-être pas leurs responsabilités, mais vous portez leur travail. Donc voilà, vous prenez pas les grandes décisions pour votre boîte quand vous êtes salarié, donc forcément, vous n'êtes pas responsable s'il y a un échec. C'est pas de votre faute, c'est la faute des gens qui sont au-dessus. Mais voir les choses de cette façon, moi je trouve que c'est toujours voir ça par le prisme de la défaite ou du problème, parce que le revers de la médaille de tout ça, c'est que parfois vous êtes responsable de certains succès dans votre boîte et vous en récoltez même pas les fruits. C'est pour vos supérieurs aussi, alors que c'est vous qui avez fait le taf. Donc être entrepreneur, c'est prendre 100% de sa responsabilité en cas d'échec, mais aussi prendre 100% des gains et des récompenses, en tout cas en cas de succès. Donc voilà, être entrepreneur, le deal est quand même un peu meilleur. Et donc, en ce qui concerne le stress, est-ce qu'on stresse plus quand on est salarié ou est-ce qu'on stresse plus quand on est entrepreneur? Bien sûr, quand on est entrepreneur, on a plus de responsabilités, mais on peut aussi très mal le vivre en étant salarié. On peut avoir du harcèlement, on peut avoir de la mauvaise entente, tout simplement, on peut avoir une mise au placard. Donc ça, c'est très douloureux à vivre, et en tant qu'entrepreneur, au moins, c'est toi qui décides de qui t'entoure, c'est toi qui décides de ton entourage. Et en étant salarié, tu délègues la responsabilité la plus importante à quelqu'un d'autre. Et cette responsabilité la plus importante, c'est celle de ta sécurité et c'est celle de ton avenir. Et donc, voilà quoi. Et surtout, le point le plus noir, c'est qu'en étant salarié, on consacre tous ses efforts à une boîte qui ne nous appartient pas. Notre temps, notre savoir, nos compétences, tout ça, c'est mis au service de quelqu'un d'autre. Et à la fin, quand on part, il n'y a rien qui nous appartient. On n'a pas capitalisé. C'est exactement comme si vous faisiez de la sous-loc, des appartements sous-loc. Vous avez le cash flow, mais vous amortissez pas le bien. Il n'est pas à vous. Or qu'une société, ça se vend, ça se transmet. Un fonds de commerce, ça se vend, ça se transmet. Et donc salarié, on dégage un cash flow mensuel, un salaire, sans capitaliser. Donc il y a moins de responsabilités, peut-être, mais tous les mois, vous êtes comme un locataire, alors qu'un entrepreneur est comme un propriétaire. Donc quand on investit, et qu'on est investisseur salarié, c'est quand même quelque chose qui fait du sens, de se dire qu'on est locataire de son emploi finalement. Donc, argument 9, salarié, moins de responsabilité, moins de stress, rejeté. Et on arrive au dernier argument, l'argument numéro 10. Le salarié sait quand sa journée est terminée. Quand on est salarié, on a beaucoup plus de temps. Alors, c'est pas complètement faux. Vous avez compris que c'est pas complètement vrai non plus, mais c'est pas complètement faux. Et je peux dire que je connais très bien l'entrepreneuriat en tant que patron de boîte de TP et que, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est l'entrepreneuriat qu'il faut pas faire, quoi. C'est la boîte où tu te crées ton propre job. Alors là, oui, effectivement, c'est parfois l'enfer en termes de temps pour soi. Moi, c'était du 70 heures par semaine. Et quand on est salarié, c'est top, les horaires sont fixes. On fait ses heures, mais pas toujours, il peut aussi y avoir des heures sup, mais voilà, je connais le salariat classique aussi, et c'est pour ça que j'ai ma vision, et même si le salarié n'aime pas ce qu'il fait, il a quand même ses horaires, il aura quand même ses vacances, ok, certes, mais parfois, un salarié qui n'aime pas ce qu'il fait, quand il a ses vacances, la première semaine, il la passe souvent à décompresser et à penser quand même à son boulot.
Et des fois, la deuxième semaine, si ça se passe mal, il la passe à stresser de reprendre le boulot. Donc même en étant salarié et même en se disant je suis salarié, j'ai mes vacances, parfois les vacances ont aussi un petit goût de merde. Voilà. Et c'est pas forcément les entrepreneurs qui stressent de partir en vacances. Au contraire, parfois les entrepreneurs sont contents d'avoir des vacances, même si on peut stresser. Mais en tout cas, on peut dire que de ce côté-là, c'est équivalent. Et quoique, même il y a certains salariés, quand on a des postes à responsabilité, qui répondent même au téléphone pendant les vacances et qui traitent même leurs emails. Vous qui m'écoutez, vous en faites même peut-être partie. Donc au final, c'est plus ou moins équivalent quand même, je pense. Et qu'on soit salarié ou entrepreneur, ce qu'il faut avant tout, c'est faire quelque chose que vous aimez par-dessus tout pour jamais avoir l'impression de travailler. C'est ça qu'il faut retenir de ce podcast, je pense. Salarié, c'est aussi avoir un rythme, quoi qu'il arrive. Tu dois être présent au bureau entre 8h et 18h, que ton travail soit fini ou pas. Et là, quand même, en étant entrepreneur, c'est un peu mieux parce que peut-être que tu vas passer certaines semaines à faire que travailler, mais aussi tu peux t'organiser parfois pour ne travailler que 3 heures par jour, peut-être même certaines fois 3 heures par semaine. Et surtout quand tu es entrepreneur, quand ton travail est fini, grosso modo pour la journée, quand tu as décidé en tout cas qu'il était fini, il est fini. Tu fais pas acte de présence pour la forme, tu vois, ou pour bien te faire voir par ton chef de service. Tu as terminé, tu t'en vas. Et voilà. Donc si tu prends jamais ce risque en fait de devenir entrepreneur, tu te prives du meilleur bénéfice de l'entrepreneur, c'est de pouvoir gérer son temps comme il veut. Si tu te dis je suis salarié, au moins je connais mes horaires. Quand tu es entrepreneur, au moins c'est toi qui décides. Quand tu es salarié, tu dois demander pour tes vacances. Quand tu es entrepreneur, tu les prends comme tu veux. Moi, je me souviens dans mon premier job en tant qu'ingénieur, quand j'étais chez Rockwool, que je fabriquais de la laine de roche, j'étais encore en période d'essai et j'avais demandé une journée pour me faire un week-end de 3 jours et ça avait fait un tollé dans le service. Tout le monde en avait parlé en disant « Mais le nouvel ingénieur, il est en période d'essai, il a demandé une journée. » Mais moi, je voulais partir ce week-end-là faire du ski et je ne m'étais pas posé la question. Je ne m'étais pas rendu compte que dans le domaine du salariat, c'était si grave quand on est en période d'essai de demander un jour de congé que ça ne se faisait pas. Moi, je ne me prenais pas tant la tête et j'ai appris à mes dépens et je me suis dit « Oh là là, mais je ne vais pas pouvoir rester là-dedans longtemps. C'est pas possible. » Donc voilà. Donc si tu te mets entrepreneur, la première année, ça ne sera peut-être pas le cas. Tu vas peut-être bosser énormément, peut-être aussi la deuxième année. Et après, tu auras sûrement plus de temps. Tu pourras au moins t'organiser comme tu veux. Mais voilà, si tu n'essayes pas, tu n'en profiteras jamais en tout cas. Donc dans tous les cas, pour répondre à la question, le salarié sait quand sa journée est terminée, on a plus de temps. Moi, je pense qu'il va falloir faire des efforts dans tous les cas. De toute façon, que tu sois salarié ou entrepreneur, si tu veux réussir, pouvoir investir, il va falloir faire des efforts. Mais voilà, tu as souvent quand même bien plus de temps pour moi quand tu es entrepreneur, en tout cas quand tu fais de l'entrepreneuriat avec un effet de levier. Si tu fais de la LCD, du marchand de biens, où tu peux continuer d'investir, là-dessus, tu n'as pas de souci, on va dire, d'effet de levier. Mais si justement tu vises uniquement la tranquillité et la sécurité, malheureusement, tu ne vivras jamais l'indépendance. Et voilà, on arrive à la conclusion de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. En conclusion, je vais dire que se lancer, c'est difficile, et j'en conviens vraiment. Mais voilà, on n'est pas obligé de le faire d'une seule traite, comme on tirerait sur un sparadrap. On peut avoir, je pense, le meilleur des deux mondes. Voilà, pour, je dirais pas couper la poire en deux, mais pour faire une belle synthèse, au départ, on peut rester salarié et on peut créer sa boîte en parallèle. Et on peut faire plein de choses en parallèle, en side business. On peut faire de la sous-location, on peut faire de la conciergerie, on peut faire du marchand de biens, on peut se lancer en freelance, on peut faire même n'importe quel projet de création. Et le succès qu'on récolte et la gratitude qu'on ressent quand on crée sa boîte et qu'on touche ses revenus, ses premiers revenus à soi, ça a une saveur, un plaisir qu'on ne peut pas ressentir et qu'on ne connaîtra jamais en restant salarié. Et je vous dis ça parce que j'ai connu les deux. Et donc, si vous franchissez jamais le cap de l'entrepreneuriat, alors au moins, investissez à côté. C'est primordial, pour vous permettre d'avoir au moins plus de liberté et de devenir, déjà, dans un premier temps, l'entrepreneur de votre vie. Et je vais vous proposer de terminer ce podcast avec 2 belles citations en grand écart. La première, elle nous vient d'Épictète, grand stoïcien, qui était convaincu que le vrai bonheur passe absolument par la liberté. Et j'enchaînerai par un second philosophe, le duc de Boulogne, qui a dit en son temps « Fuck le samedi, le lundi, le mardi,
t'as fait de 9 à 5. Pour moi, c'est pas la vie. Tuez-moi tout de suite, emmenez-moi au paradis. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre. Le jour de gloire est arrivé, enfant de la patrie. Kalachnikov chargé, toujours de la partie. Mais la patrie n'aime pas les négros, ça on ne me l'a pas dit. Alors je crache mon venin sur la base et la patrie. N'aie pas peur de la vitesse, quand c'est moi le conducteur. Ma tristesse au fond du chargeur, au fond du cœur. Parce que je pense qu'à crâner, je vais sûrement cramer. Peu importe où j'irai, je serai te gars jamais. J'affronte les péripéties, intempéries de la vie. J'en suis ravi, tant que mes proches sont à l'abri. Promettez-moi qu'ils iront tous au paradis. Soldat 9 de I, 92e compagnie. Mon rap a été crucifié à en devenir Christ. Christ en crever rire, à en devenir triste. Fuck le samedi, le lundi, le mardi. Sautons sans parapluie, allons au paradis. Les coupables de zone ne fait pas ce que maladie. Génération Mad Max armée sous la gabardine. T'as fait de 9 à 5, pour moi c'est pas la vie. Tuez-moi tout de suite, emmenez-moi au paradis. Élevé parmi les drogués, les bandits, les malfrats. J'ai grandi sur du Bob, Sugar Hill Gang et du Alpha. J'ai fait le tour de cette salope de planète Earth. En manque d'affection, j'ai fourré plus d'un 600 Earth. J'ai fait du trafic de substances chimiques. J'ai créé lunatique, j'ai fait de la musique. Ennemi public, j'ai fait dans l'illicite. Son crame et mon équipe, ma clique est magnifique. Mon sort, je m'en bats les reins, pourvu que les miens s'en sortent. Je préfère mourir à Zelay que vivre en galérien. Je n'emporterai nada, je le sais mais peu importe. Je vais leur faire le hala avant de claquer la porte. Mon rap a été crucifié à en devenir Christ. Christ en crever rire, à en devenir triste. Fuck le samedi, le lundi, le mardi. Sautons sans parapluie, allons au paradis. Les coupables de zone ne fait pas ce que maladie. Génération Mad Max armée sous la gabardine. T'as fait de 9 à 5, pour moi c'est pas la vie. Tuez-moi tout de suite, emmenez-moi au paradis. Les coupables de zone ne fait pas ce que maladie. Je viens d'acheter en enfer un petit coin de paradis. Ça investit à Dubaï, Abu Dhabi. J'aime moins me battre depuis que j'ai des nouveaux habits. Peau de serpent sur les chaussures, sang de porc collé au schlass. Rapper toute cette haine, gros, c'est comme frapper au sac. Viens pas vendre ta 09, ici coupé au plâtre. Négro fut pharaon, se fit sucer par Cléopâtre. Je le serrai si fort, je lui ai cassé le dos. Briser les omoplates, 500 holostéopathes. Qu'est-ce que c'est faire mon peuple, à part grimper aux arbres, te raqueter à la récré, appeler aux armes. Mon rap a été crucifié à en devenir Christ. Christ en crever rire, à en devenir triste. Fuck le samedi, le lundi, le mardi. Sautons sans parapluie, allons au paradis. Les coupables de zone ne fait pas ce que maladie. Génération Mad Max armée sous la gabardine. T'as fait de 9 à 5, pour moi c'est pas la vie. Tuez-moi tout de suite, emmenez